Il est 10h, place au bien-être. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8. Et vous avez bien fait. J'espère que cette journée a merveilleusement bien commencé pour vous et que vous êtes prêts à la poursuivre en notre compagnie. Alors nous voilà partis ensemble pour une heure de bien-être. Et ce matin, au programme, un objectif, la forme. Ils sont nos alliés anti-fatigue. Ce sont les produits de la ruche. Propolis, gelée royale, pollen. Voilà 3 trésors de la nature que nous offrent les abeilles. Et vous allez voir que pour nous les offrir, du côté de la ruche, ça s'active. Voilà une entreprise qui ne connaît pas la crise et le tout au profit de notre bien-être. Alors pour nous faire découvrir justement ces 3 produits formidables et leurs bienfaits pour notre vitalité, pour notre santé, bref, pour notre bien-être, un trio de choc et de charme. Tout d'abord, Sylvie Schaeffer, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien Sylvie? Oui, très bien. Pharmacienne. Pardon? Avec les abeilles. Avec les abeilles. Là, elles sont pratiquement avec nous. On est dans une ruche, là. On va y revenir. Vous êtes donc pharmacienne, naturopathe. Et voilà 3 produits que vous connaissez bien. La propolis, le pollen, la gelée royale. Vous les prescrivez régulièrement. Donc, on va voir justement en quoi ces produits peuvent nous être profitables. Également à nos côtés, Catherine Ballot-Flurin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas stressée, là, Catherine? Non, mais avec les abeilles qui m'accompagnent. Ah oui, d'accord, parce que ne nous dites pas que vous êtes plus stressée sur le plateau qu'avec les abeilles. Alors, vous êtes apicultrice, vous êtes la créatrice de la marque Ballot-Flurin spécialisée justement dans les produits de la ruche et vous êtes également l'auteur de ce livre, Les bienfaits de l'apithérapie. C'est aux éditions Erol. Et également à nos côtés, Patrice Amblard. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, apiculteur, de génération en génération, vous êtes le créateur des miels des coteaux de Bourg. Alors, je le disais, on va le découvrir à vos côtés ce matin. Pollen, propolis, gelée royale. Voilà 3 produits formidables, 3 produits de la ruche extraordinaires. Alors, pour commencer, pour nous faire découvrir ces élixirs trop souvent méconnus, allez, en 2-3 mots, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous offrir de si merveilleux, ces produits de la ruche? Patrice Amblard. Le bienfait. C'est-à-dire que tous ces produits-là, tous ces produits de la ruche, pour nous, sont bénéfiques. À la base, c'est bénéfique pour l'abeille. C'est-à-dire que l'abeille se sert de tout ça pour simplement conserver une intégrité à l'intérieur de la ruche. Mais pour nous, c'est vraiment la santé au quotidien. Une bombe de bien-être, on va y revenir. Sylvie Schaeffer, vous justement, allez, on va rentrer dans le détail dans quelques instants. De manière globale, les produits de la ruche, qu'est-ce qui fait leur richesse? Alors déjà, leur variété. Ils ont chacun un tropisme différent. Par exemple, la propolis qui défend notre intestin, par exemple. Le pollen qui permet justement de peupler notre intestin. Et la gelée royale qui nous permet d'être déstressés et apaisés et de stimuler nos défenses immunitaires. C'est la défense de la vie. Alors, on va le voir, ils sont très complémentaires tous les 3. Qu'est-ce qui les différencie? Allez, en 2-3 mots. Catherine Ballot-Flurin. Chaque produit de la ruche apporte quelque chose de totalement différent à l'organisme. Le miel, ça va être l'énergie. Ça va être l'énergie et l'apaisement en même temps. Le pollen va apporter la force, le courage pour faire face aux actions. La propolis, c'est la défense absolue. On va se défendre. La ruche est défendue par la propolis. Et puis la gelée royale va apporter, c'est un allaitement, c'est un bienfait qui est sécrété par les abeilles et qui va apporter à la fois une paix, un bien-être profond sans du tout exciter l'organisme. C'est-à-dire que ça apaise et ça stimule en même temps, ce qui est très très rare. On ne trouve pas beaucoup d'éléments comme ça. C'est le parfait équilibre. C'est avoir le dynamisme et en même temps se sentir apaisé. Alors tiens, votre petit coup de cœur, votre petit chouchou, celui qui a votre préférence parmi ces 3 produits ou même les 4 avec le miel, celui dont vous ne vous séparez jamais. Sylvie. Alors, la propolis. Justement, les autres aussi, j'apprécie. Mais la propolis, c'est parce que justement, comme vous l'évoquez, c'est la défense. C'est la défense, donc, c'est antifongique, c'est bactéricide. Antiviral. Donc, bon. On ne peut pas demander mieux. Cela peut aussi désinfecter la maison. Si on l'utilise en spray, c'est extraordinaire. Donc ça désinfecte la maison des abeilles d'ailleurs. Mais pour nous-mêmes, c'est vraiment un protecteur extraordinaire. Donc on ne s'en sépare pas et c'est facile à transporter. C'est-à-dire dans le sac, hop, facile, il est toujours dans le sac pour vous, Sylvie Schaeffer. Alors, pratiquement, dans ma trousse de secours, oui, il y a de la propolis. Vous, Patrice Amblard? Pareil, idem. La propolis, vous aussi? Oui, c'est vraiment le plus polyvalent. C'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, voilà, on peut déjà le transporter partout. Ça sert
pour presque toutes les petites infections classiques, quoi. Donc on peut vraiment... ça, c'est le plus polyvalent. Donc ça, c'est votre vraiment réflexe. La propolis, petite infection, voyez, regardez, une ambiance exemple, un petit peu virale. Une coupure, propolis, direct. Il y a plein de choses comme ça. On peut s'en servir en externe, en interne. C'est vraiment le plus polyvalent, vraiment, je pense. Anti-infectieux et en plus cicatrisant. On va y revenir. Vous, Catherine ? Alors, je pense qu'à cette saison, la gelée royale est indispensable et très nécessaire, surtout si on voyage, si on se déplace. J'expliquais que la gelée royale, ça peut vous enlever complètement les effets du décalage horaire, par exemple, en prenant pendant 3 jours simplement. Testé, approuvé, hein, Catherine. Testé, approuvé. Voilà. Vous pouvez l'utiliser à chaque fois que vous avez un événement à préparer. Donc la gelée royale utilisée pure et bien choisie peut apporter vraiment un effet anti-fatigue. Et à cette saison, je pense qu'on en a vraiment besoin. Patrice Amblard, vous qui êtes apiculteur, on a le sentiment, là, en ayant abordé les produits de manière succincte, de manière très générale, on a le sentiment que la ruche est un petit peu l'entreprise du bien-être, quoi. L'entreprise au service de notre bien-être. Mais sans les abeilles, on serait certainement pas sur Terre. Hein. C'est elles qui ont quand même modelé, qui ont transformé tout ce qui est végétal, les fleurs, les plantes, et elles savent nous le rendre. Et elles conservent, bien sûr, elles essaient au mieux de conserver cette intégrité. Tout à fait. Entreprise au service du bien-être, mais c'est même une usine. Tout c'est est hyper orchestré, hiérarchisé. Racontez-nous comment ça se passe, justement, dans la ruche, pour connaître un petit peu l'environnement des abeilles. Premièrement, déjà, elles ne font que travailler. Une abeille ne s'arrête pas. Productivité maximale. Ça travaille tout le temps. Tout le temps. Même l'hiver, en fin de compte, il y a toujours quelque chose à faire. Elles travaillent tout le temps. Elles sont au service de justement cet ensemble, donc qu'on appelle la ruche. C'est une reine, des abeilles, et tout le monde travaille pour ça. Tout le monde va chercher le pollen, le miel, tout ça, le nectar pour nourrir, pour élever. La gelée royale est là aussi. C'est ça ? Voilà, c'est un ensemble. Mais comment ça se fait ? C'est-à-dire que les abeilles, elles vont chercher comme ça au hasard, elles vont butiner au hasard les plantes, les fleurs, en fonction de leur parcours, ou elles savent véritablement là où elles vont aller chercher et ce qui sera le plus profitable pour la ruche, pour le groupe et ensuite pour nous finalement. Ce qui sera le plus profitable, c'est par rapport au miel notamment, donc c'est le nectar qu'elles vont chercher directement dans les fleurs. C'est la quantité. Ce qu'elles veulent, elles, c'est stocker, c'est prévoir l'hiver. Donc c'est se prémunir de l'hiver, donc avoir tout le temps de quoi se nourrir pour l'hiver. Donc elles vont aller au plus pratique. Mais effectivement, il y a des fleurs qu'elles préfèrent, ça c'est sûr, bien sûr. Catherine, qui est également apicultrice. Les abeilles, elles existent sur Terre depuis 120 millions d'années. Nous, les humains, on est là que depuis 1 million d'années. Donc elles ont l'habitude d'analyser le contenu de la ruche pour voir quels sont les micro-organismes qui pourraient nuire à la colonie, quels sont les besoins immédiats. Et dans la minute qui suit, elles vont aller chercher dans la nature environnante, qui est variable par définition, elles vont aller chercher les fleurs, les plantes les plus adéquates, le nectar, donc mais c'est aussi pas au hasard. Ah non, elles déterminent. Elles connaissent les antidotes Elles vont chercher l'antidote, l'antidote à ce qui va nuire à la colonie. Elles vont aller chercher le besoin spécifique. Donc c'est un véritable laboratoire qui date de 120 millions d'années, qui est beaucoup plus rapide que nos laboratoires à nous, qui mettent des années à mettre au point un médicament. Les abeilles mettent quelques instants à mettre au point leurs médicaments, leurs super aliments. Problématique, réactivité maximale, là voilà. aussi. Ah oui. Et donc on peut voir que les abeilles répondent à tous leurs besoins de reproduction, de nourriture, de soins, de santé, avec la végétation environnante et sans rien détruire. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas ne pas détruire. Elles prennent le nectar des fleurs, qui est un jus que les fleurs leur offrent, et avec ça, elles font de l'or sans opérer aucune destruction. Bien au contraire, elles apportent à l'environnement un bienfait qui est la pollinisation des plantes en transportant le pollen de fleur en fleur. Donc les abeilles, on a beaucoup à s'inspirer d'elles dans notre problématique de santé et comment on résout nos problèmes alimentaires. Je crois qu'il y a mais ça. Vous faites partie justement des pionniers de l'apiculture biologique, mais est-ce que c'est véritablement possible d'avoir des produits de la ruche bio ? Parce que finalement, les abeilles, elles vont là où bon leur semble, sur leur parcours, elles vont forcément croiser des plantes avec des OGM ou des pesticides. Alors, il y a le bio, on va dire, d'étiquetage qui est déjà une première étape et qui correspond à un cahier des charges très précis qui est au niveau de l'Union européenne. Donc, on réglemente à travers ce cahier des charges l'endroit où sont placées les ruches, les soins apportés par l'apiculteur qui n'a pas le droit d'apporter plus d'une certaine quantité de nourriture aux abeilles et qui n'a pas le droit de traiter avec certains produits. Donc, c'est déjà une première étape, le bio d'étiquetage. Mais bon, aujourd'hui, on pense au bio de demain et au bio
local, au bio qui respecte véritablement l'insecte et qui n'est pas encore l'objet de cahier des charges. Nous, on pratique l'apiculture douce, qui est une méthode qui permet de se mettre en phase avec les abeilles et de respecter vraiment leurs besoins, leur bien-être, de comprendre leur langage. On parle le langage des abeilles. Pas être inquisiteur, voilà, du côté de la ruche, même si elle nous propose des merveilles. Alors on va commencer, on va faire un petit tour d'horizon de ces produits ce matin, et on va commencer par la gelée royale. Alors la gelée royale, on dit d'elle que c'est l'or de la ruche, la pépite d'or, Sylvie Schaeffer. Mais tout à fait. Parce que la gelée royale, on l'appelle gelée royale parce qu'elle sert à nourrir exclusivement la reine. Enfin, les autres abeilles aussi sont nourries quand elles sont petites avec de la gelée royale. Mais la reine n'est nourrie qu'avec de la gelée royale. Elle a le privilège. C'est un peu le régime monarchique du côté de la ruche. C'est ça, elle a le privilège de la gelée royale. C'est l'idée, Sylvie. C'est parce que ça permet d'avoir une meilleure fécondité. Et il y a des facteurs de croissance dans la gelée royale, donc c'est très important. En plus, c'est particulièrement digeste. Il y a, les protéines qui sont contenues dans la gelée royale sont déjà digérées. La reine ne sait pas digérer, n'a plus la capacité digestive suffisante pour digérer correctement, comme les autres abeilles, parce que tout son corps est envahi par le système reproducteur. Donc il faut lui donner un aliment de très bonne qualité et très digeste. Donc la gelée royale est de très bonne qualité et très digeste, avec des facteurs de croissance. Et en plus, ça permet aussi, comme vous l'évoquiez, d'avoir une action particulièrement intéressante parce qu'elle contient énormément de vitamine B au niveau neurologique. C'est très apaisant, c'est déstressant et en plus du fait de sa bonne digestibilité, ça permet de remonter l'immunité. La gelée royale est un aliment à proposer à tous les gens qui sont sous traitement lourd, qui sont fatigués, qui ont peur d'attraper la grippe. Vous parliez tout à l'heure du jet lag. Donc tous les gens qui peuvent être fatigués, en convalescence, les gens âgés, c'est un produit anti-sénescence par excellence. C'est extraordinaire. C'est justement ce qui lui confère à la reine toute sa puissance, sa potentialité force, sa génitrice. fécondité. Patrice Amblard, c'est la gelée royale, oui. Tout à fait, oui. Elle est symbole de quoi, cette gelée royale? Alors moi j'ai une symbole de longévité, de vieillesse. Ouais. Elle décuplerait notre vitalité, elle développerait notre système immunitaire, elle retarderait les effets du vieillissement. Non mais là on va tout de suite aller en acheter. Il y a quelque chose de simple à dire. Ça semble trop beau pour être vrai. Là, il y a trop de choses d'un coup. Alors... La reine, c'est simple, elle vit 5 ans, alors qu'une simple ouvrière, nourrie sans gelée royale, bien sûr avec du miel et du pollen, va vivre seulement 1 mois en moyenne, 1 mois et demi en été. Et ce qui fait cette différence, c'est la gelée royale? Oui, c'est la gelée royale uniquement. Donc imaginez que nous vivions 3000 ans, quoi. C'est l'échelle que nous donne la gelée royale. Ça permet à la reine de vivre l'équivalent de 3000 ans si on rapporte à l'échelle humaine. Alors comment elle est fabriquée justement cette gelée royale du côté de la ruche, Patrice Amblard? Alors c'est effectivement la seule sécrétion. C'est-à-dire que c'est les jeunes abeilles qui sont aptes à produire cette gelée royale. C'est donc une sécrétion. Après, elles s'en servent. Alors, comme vous avez dit, effectivement, chaque œuf a droit à un petit peu de gelée royale. Au départ de la vie. Pour démarrer. Voilà, pour démarrer. Pour amorcer la vie. Tout à fait, ouais. C'est exactement ça. Et puis, voilà, après, il n'y a que la reine qui elle, a ce privilège-là. Donc la gelée royale, finalement, elle va nous être utile à nous, mais elle est déjà utile à la ruche en elle-même, aux évidemment. habitants de la ruche. Indispensable, d'ailleurs, indispensable. Indispensable pour justement la procréation et permettre le renouvellement, étant donné que les abeilles meurent très rapidement. C'est ça, au bout de 6 semaines, vous disiez? Alors, une ouvrière... 3 semaines, ah oui. C'est éphémère. Hein. Il faut savoir que la reine pond 2000 œufs par jour, tous les jours en été. Donc il y a un renouvellement de population très important en été. Et donc, d'abord, la reine travaille beaucoup, parce que pondre 2,5 fois son poids par jour, c'est énorme. Donc, elle a une grosse ponte. D'où les effets, d'ailleurs, favorables à la fécondité de la gelée royale. C'est un stimulant hormonal, la gelée royale. C'est les effets œstrogéniques. Alors, on va faire un tour d'horizon, justement. Allez, tous ensemble, sur les bienfaits de la gelée royale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette gelée royale? Alors, on commence un petit peu avec vous, Catherine, justement. Les bienfaits, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette gelée royale? Je pense que ça convient particulièrement aux femmes, justement, parce que c'est l'élément fécondité féminin de la ruche. Donc on peut en attendre une régulation hormonale, une stimulation hormonale à tout âge, que ce soit à l'adolescence, pendant la vie féconde de la femme, ou au moment de la ménopause, ou plus tard dans la vie. C'est un concentré d'hormones, la gelée royale, c'est l'idée? C'est un stimulant hormonal. C'est un stimulant des métabolismes de l'organisme et en particulier des hormones. Donc, sans être chimique, bien sûr. Donc, ça présente aucun des inconvénients, des produits qui pourraient être prescrits dans des cas
décalage ou de problèmes là, c'est très bien assimilé par l'organisme, très bien supporté. Il y a très très peu d'intolérance à la gelée royale. Donc stimulant hormonal, vous Patrice Amblard, la gelée royale, allez, Oui, une propriété. on peut élargir un petit peu plus large, effectivement, la femme c'est sûr. On peut élargir, c'est vraiment les personnes très affaiblies. Ouais. Les personnes qui sont dans un état de fatigue, d'épuisement ou sortir d'opération par exemple pour se remettre vraiment la gelée royale, c'est vraiment ce qu'il y a de plus adéquat. Mais après, effectivement, tout le monde peut aussi. Mais parce qu'on a tous besoin un petit peu d'être boostés, justement. Parfois, on peut se lancer dans une petite cure. Est-ce que, par exemple, c'est le produit de prédilection en cette saison, vous le disiez, Catherine? Oui, aux périodes de demi-saison, la gelée royale est particulièrement indiquée. Mais il y a aussi une période de production pour la gelée royale. Dans nos climats, la gelée royale est produite de mai à septembre. Et la gelée royale produite en début mai, elle est particulièrement efficace. Elle est toute fraîche d'abord et elle contient plus de facteurs encore stimulants, plus d'acétylcholine qui est un régulateur du système nerveux, un médiateur de l'influx nerveux. Donc la gelée royale de printemps est particulièrement à essayer et à goûter. Donc si on peut avoir la chance d'avoir chez l'apiculteur de la gelée royale très fraîche de printemps, c'est les saisons de transition, c'est-à-dire pour préparer finalement les changements de saison, préparer l'hiver. Là, en ce moment, l'automne, c'est maintenant qu'il faut aider le corps à éliminer ce qu'on a emmagasiné l'été pour justement mieux passer l'hiver. Les bienfaits, allez, de la gelée royale, vous, Sylvie Schaeffer? Effectivement, bon pour la femme, mais la sénescence, pour tout le monde, pour éviter de vieillir prématurément. Justement, enfin, les gens qui mangent des produits de la ruche en général vivent assez vieux, donc il doit y avoir une raison. Oui. Alors, bon, bah, c'est de bonne augure pour vous, Patrice et Catherine. Centenaire, là, c'est bon, cap sur les 100 ans. Mais l'immunité, effectivement, vous disiez après les opérations, après les chimiothérapies. Durant les chimiothérapies, la gelée royale stimule énormément l'immunité. Et, bien entendu, avec ses propriétés hormonales, qui ne sont pas des propriétés hormonales qui vont déraper, qui ne sont pas du tout comme des hormones de synthèse, qui peuvent provoquer des dérapages extrêmement lourds, pas du tout. Là, c'est simplement, ça aide le corps à retrouver son bien-être et toute sa vigueur. Non, mais la gelée royale, elle permet la longévité à la reine. Est-ce que, obligatoirement, ça nous permet aussi, nous, une longévité? C'est-à-dire qu'on fait souvent un parallèle entre les animaux et les humains. Est-ce que on peut faire ce transfert Ben oui, bien entendu, parce que nous ne sommes jamais qu'un organisme. On parle des animaux ou même des abeilles et des humains, mais il faut regarder que la Terre, c'est un seul organisme. Aussi bien la Terre, en tant que minéral, les végétaux, les animaux et les humains. Donc, si la gelée royale nous profite, elle profite évidemment aux humains. Profite aux abeilles, elle profite aux humains aussi. Ça se présente comment, la gelée royale? Vous en avez Catherine, vous avez... Alors, ouf, c'est en miniature, ça. Non, voilà la dose. C'est-à-dire la dose, c'est le bout de la dose journalière, c'est l'équivalent d'une lentille en volume. Donc on prend la petite cuillère et on trempe dans le flacon et on prend ça sous la langue le matin. Ouais. Alors à jeun de préférence, et on attend un quart d'heure avant de déjeuner. Il y a une autre manière aussi de prendre de la gelée royale, c'est de mélanger dans un petit peu de miel, si possible de la même ruche ou du même rucher, et de faire un mélange de cette dose de gelée royale avec une demi-cuillère à café de miel. On peut ajouter de l'eau et le boire comme boisson énergétique matinale. Et ça permet une assimilation encore plus douce et peut-être à plus long terme aussi dans tout l'organisme de diffuser la gelée royale, parce que le miel est un vecteur de diffusion dans l'organisme des autres produits de la ruche. Mais quand on mange la gelée royale, finalement, on mange quoi? On mange un peu de miel, c'est quoi cette couleur? Qu'est-ce qu'il y a dedans, Patrice Amblard? C'est une sécrétion. Les sécrétions d'abeilles, tout à fait. Ouais. Mais c'est quoi? C'est-à-dire, ça a quel goût? C'est assez acide en fin de compte. C'est acide, ouais. Je vais l'ouvrir pour vous faire ouais, voilà. Mais c'est pas une déjection des abeilles? Ah non. Ah non, voilà. Non. C'est un lait. C'est un lait que les jeunes abeilles produisent dans des glandes hypopharyngiennes pour nourrir la reine. Donc ça s'assimile à un allaitement. D'accord. C'est pour ça que, vous voyez, ça ressemble à un lait d'ailleurs. C'est un peu gélatineux, mais ça a un goût de miel en moins sucré. Il faut faire attention d'ailleurs au goût de la gelée royale. Si la gelée royale n'est pas bonne au goût, c'est pas bon signe pour sa fraîcheur. Oui, mais vous disiez que c'est acide, alors ça va pas être bon. C'est chaud, acide. Bah, alors, faites-voir goûter. C'est un goût un peu particulier. Catherine, vous pouvez goûter, vous c'est souvent surprenant, ouais, comme goût, mais alors, on s'y fait bien. On s'y fait bien, j'ai bien. Patrice, encourageant. Vous allez voir, au départ, c'est un peu difficile, mais on s'y fait bien. Ouais. Alors, donc, sous la langue, et on le garde, vous disiez quelques minutes. Un petit peu. Moi, je vous laisse parler. Allez-y. Ah oui, mais c'est pas si acide que ça, finalement.
Alors par contre, c'est très fragile comme produit. Il faut le préserver, le conserver au réfrigérateur, c'est la règle d'or. Il faut que ça soit frais, fraîchement récolté, peu transporté. Il faut que ce soit transporté le moins possible. Et donc privilégier une origine locale pour la gelée royale, c'est très important parce que c'est très fragile. Et le choisir aussi auprès d'apiculteurs qui privilégient le bien-être des abeilles parce que c'est un allaitement. Donc si les abeilles sont stressées, la gelée royale ne sera pas bonne. Donc regardez bien l'origine de la gelée royale quand vous la choisissez et conservez-la au réfrigérateur, mais pas trop longtemps. Mais comment bien choisir? Parce que finalement, à chaque fois, vous nous envoyez des mails ou des courriers. C'est la gelée royale qui est en train de passer. Je suis en train de muer, voilà, je fais ma mue. Non, mais parce que c'est vrai que vous nous envoyez des mails en nous disant « Oh, j'ai vu sur Internet gelée royale, mais je ne sais pas quoi choisir. » Comment savoir qu'on achète une bonne gelée royale et non pas une contrefaçon, parfois made in China? Alors, qu'est-ce qui fait critère? On achète... Ouais. Il faut s'assurer déjà d'acheter chez un producteur. Ça, c'est un gage. Après, connaître le producteur, n'hésitez pas à discuter avec lui. À Paris, un producteur, c'est pas facile d'en trouver. Hein. Bon, il y a des marchés, on trouve. Hein, ouais. C'est tout à fait faisable. Ouais. Bon, après, effectivement, tout ce qu'on trouve en gelée royale, moi, je suis vraiment pas fan de tout ce qui est gélule, tout ce qui est produit transformé. La gelée royale, on sait très bien que dès qu'elle a un petit contact avec un objet métallique, elle est oxydée. Dès que la chaîne du froid est en fin de compte modifiée, elle est oxydée. Dès que elle a pris un petit peu trop de lumière, des choses comme ça, elle est oxydée. Donc il faut faire très attention à ça. Donc effectivement, quand vous voyez des gelées royales qui voyagent, qui font la moitié de la planète en voyage, j'ai quand même du mal, quoi. Mais voilà. attendez, parce que donc en boutique bio, hein, de préférence, je vais la dernière fois en boutique bio, je vois quoi à côté de la caisse? Un emballage gelée royale, pas du tout au frais. Alors pour vous, c'est niet, c'est-à-dire on ne prend pas ça. Moi, je n'achète pas. Une gelée royale, ça doit être au frais, le pharmacien doit nous sortir ça du réfrigérateur, c'est l'idée. Sylvie Schaeffer. Bien sûr, mais ce sont des principes actifs fragiles. Alors, soit ils ont mis au point une méthode de conservation, effectivement, ça peut être... on ne sait jamais très bien ce que c'est, ou alors il faut vraiment que ce soit un produit frais. C'est vraiment le mieux. Le mieux, c'est vraiment le produit frais en petits pots comme ça, que vous sortez du réfrigérateur et que vous mangez rapidement. Donc quand on est un petit peu fatigué, ou alors par exemple on peut se lancer dans une petite cure quand on arrive, qu'on est une femme, qu'on arrive par exemple à la ménopause, ou qu'on arrive en période de fertilité, c'est justement un produit dans lequel on peut... Ça fait, par exemple, c'est combien de jours, une petite portion comme ça? 21 jours. 21 jours, 3 semaines. Et donc, 21 jours, si on l'utilise sur le plan alimentaire, c'est-à-dire qu'on le prend par petites doses comme ça tous les jours, mais il y a un autre usage qu'il faut citer de la gelée royale, c'est de le mettre sur la peau. Si vous voulez, mais plutôt que d'acheter des masques très compliqués, vous pouvez, une fois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois, vous faire une cure de jeunesse pour la peau. Et donc, avec tous les facteurs que contient la gelée royale, l'effet sur la peau est immédiat. On étale l'équivalent du demi-flacon sur la peau, sur le visage bien nettoyé, pur, et on laisse agir pendant un quart d'heure et on rince à l'eau. C'est extrêmement... c'est un liftant naturel. Ah, c'est purifiant. Mais au bout des 21 jours, c'est-à-dire qu'on va se retrouver comment? Métamorphosé? Avec un grand sourire. Avec un grand sourire. Même au bout de 21 jours, c'est immédiat. Vous, Sylvie Schaeffer, quand vous, justement, vous proposez, vous prescrivez ce genre de produit. En général, allez, les premiers bienfaits, on les perçoit au bout de combien de temps? Là, vraiment, c'est variable selon les personnes. Oui, ça dépend du point de départ. Vous vivez dans des conditions quand même de bien-être quotidien. Voilà. Ils sont tous les deux à la campagne, ils vivent avec des abeilles, ils les traitent bien. Bon, normalement, dès qu'ils prennent 3 jours de gelée royale, je suis sûre qu'ils ont un effet positif. Si vous êtes avec quelqu'un qui est malade, ça va mettre plus de temps. Et éventuellement, on peut en prendre plus, d'ailleurs. En cas de besoin, il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas un produit toxique. C'est-à-dire plus, la petite cuillère matinale à jeun, plus un moment de la journée. Ah, plusieurs dès le matin. Par exemple, dès le matin, plus 2 à midi. Quand vraiment les gens sont très affaiblis. Ou rallonger la cure. Vous savez, voilà, on peut rallonger la cure, mais en plus on peut augmenter les quantités. Quand vous avez quelqu'un qui ne peut pas manger,
comme c'est particulièrement digeste et immunostimulant, allons-y, on prend ça, et la personne va retrouver de l'énergie sans aucun danger. Et parfois, quand on est fatigué, on n'a pas faim et on veut nous forcer à manger en nous disant mais mange, sinon tu vas perdre de l'énergie, etc. Surtout Jamais. pas, ça fatigue encore davantage. Ça fatigue beaucoup, parce que la digestion est très fatigante. Et la gelée royale est justement un produit digeste. D'accord. Donc là, cette énergie ne sera pas perdue. Et donc, on assimilera facilement les principes actifs de la gelée royale, puisqu'elle est tellement digeste. Bon. Donc les protéines et les vitamines B, par exemple. Et Alors, les acides gras. Deuxième produit, la propolis. Alors on dit de la propolis que c'est l'antibiotique naturel par excellence, le meilleur des antibiotiques, Sylvie Schaeffer. Alors, je ne dirais pas antibiotique dans la mesure où un antibiotique, c'est antibio. C'est quelque chose contre la vie. D'accord. Alors que là, bon, je dirais antifongique, ça détruit les champignons. C'est antibactérien, ça détruit les bactéries, mais pas n'importe quelle bactérie. Il y a une sorte de choix, c'est-à-dire les bactéries qui nous sont profitables. Comme nous sommes, comme je disais toujours, cet organisme complet, la Terre étant un organisme unique, eh bien, les organismes qui sont plutôt favorables à la vie vont être préservés par la propolis. Donc, quand vous mangez de la propolis, et quand je donne de la propolis très régulièrement, quand les gens ont par exemple des mycoses intestinales ou des viroses aussi, une grippe, admettons, eh bien, vous allez détruire, en ce qui concerne la mycose, les champignons, La bactérie, ou la bactérie délétère, mais la flore intestinale de bonne qualité va être préservée. Alors, c'est quand même fantastique. À la différence d'un antibiotique qui ne fait aucun détail. Il tue tout. Donc on détruit les virus, on renforce le système immunitaire, c'est l'idée, Patrice Amblard? Tout à fait, oui. Oui, c'est vrai que le terme antibiotique est un peu galvaudé par rapport Bah, au terme pur, mais c'est- c'est antiseptique, évidemment. Il paraît que la ruche, c'est formidable, c'est-à-dire qu'elle est aseptique, beaucoup plus propre, beaucoup plus saine qu'une salle d'opération dans un hôpital où pourtant on en met des produits pour nettoyer. C'est l'idée. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est la propolis qui fait ça? Bien sûr, bien C'est-à-dire sûr, quel bien est son rôle dans la ruche à la propolis? La propolis, en fin de compte, elle protège. Elle protège et en même temps, ça sert à assainir tout l'environnement. Une ruche, il ne faut pas oublier que les abeilles donc récoltent du nectar, donc c'est de l'eau sucrée, qu'elles évaporent. Pendant un temps plus ou moins long, ça dépend effectivement de la température extérieure. Donc c'est une ambiance chaude et humide. Donc propice à toute propagation, voilà. développement de champignons, de bactéries, etc. Et dans la ruche, il n'y a pas. Grâce à cette propolis qui diffuse en permanence. En fin de compte, ça fait Elle diffuseur. colmate un petit peu la Elle propolis tapisse dans la l'intérieur ruche de la ruche, ça sert à effectivement colmater, puisque le terme vient de là, hein, justement, ça veut dire effectivement fermer l'entrée, protéger la cité, effectivement c'est ça. Donc elles s'en servent pour ça. Pour colmater toutes les petites fissures, tous les petits problèmes. On a par exemple l'exemple de certains animaux qui arrivent à rentrer dans la ruche. Je parle de papillons, de souris, de lézards, de choses comme ça, qui sont éliminés, qui sont tués donc grâce au venin, grâce aux piqûres, et elles ne peuvent pas évacuer. Qu'est-ce qu'elles font? Elles propolisent. C'est-à-dire qu'elles entourent, elles momifient en fin de compte, que ce soit l'animal, l'insecte, et il ne bouge plus. Il reste stable il peut rester comme ça des années à l'intérieur de la ruche sans pourrir. Grâce à cette propolis. Ça se présente comme ça? C'est ce que vous nous avez amené, Catherine? Alors voilà, ça c'est un rayon qui vient directement de l'intérieur de la ruche et on voit ici autour, sur le bois, une résine plus foncée qui est la propolis. Et la propolis récoltée, très pure, se présente sous cette forme-là. Et après, Donc c'est brut, c'est dur. Ça c'est dur et ça sent très très bon. Vous pouvez sentir l'odeur. C'est une résine, en fait. Déjà ce matin, quand Catherine est arrivée, donc on s'est fait la bise, elle sentait le miel, c'était une diffusion, elle toute seule, de propolis et de miel. Diffuseur. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Mais alors, donc c'est un peu gluant finalement l'aspect de la fait, propolis. Mais même nous quand on l'achète, il va y avoir cet aspect-là, un peu de glu. Après, ça dépend sous quelle forme on Comment vous la l'achète. proposez par exemple j'allais dire la glu, la propolis. Ça se présente comment, Catherine, c'est Alors ça? là, vous voyez, c'est l'extrait de propolis pur. Ouais. Donc la propolis telle qu'elle se présente sous cette forme-là peut être préparée en extrait, soit extrait sans alcool avec de l'eau ou avec de l'eau de vie bio. Donc, ce sont que des ingrédients naturels. Quand on le prépare pour le nez, ça c'est un spray pour le nez, la propolis va être préparée uniquement sur une base aqueuse. Donc c'est liquide. C'est liquide. Ouais. C'est liquide, ça a toujours une couleur un peu foncée, qui ressemble à la couleur de la Vous en propolis. avez aussi, vous, Patrice, c'est Bah ça? oui, on voit, C'est le même aspect. effectivement. Tout à fait, ouais. C'est effectivement assez foncé, ouais. Bon, on va revenir juste après la pause publicitaire sur les bienfaits de la propolis. Qui avait votre préférence, Patrice et Sylvie? Alors il va falloir nous expliquer maintenant pourquoi. On fait la petite pause et on revient juste après. À tout de suite.
Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Aujourd'hui, ensemble, durant cette heure, eh bien, on va se promener du côté des ruches à la découverte de ces produits, mais formidables. Gelée royale, propolis, pollen, miel. Alors, on va poursuivre avec la propolis. On l'a dit, dopant du système immunitaire. Alors, comment on va l'utiliser, cette propolis? Dans quelles circonstances? Pour qui? Pourquoi? Alors... disons, Sylvie. Dans un premier temps, moi je propose souvent la propolis d'une manière importante, justement au changement de saison, parce que c'est à ce moment-là, par exemple en automne, justement encore chaud et humide, un moment où les gens ont tendance à développer des mycoses digestives, des mycoses vaginales, des mycoses tout court. Des mycoses, eh bien, il faut vraiment, on peut prendre la propolis, ça c'est vraiment très actif. Et comment on sait si on a des mycoses digestives? Parce que mycose, au pied ça se voit, mais digestif, comment c'est? Problème de constipation, vous êtes un peu fatigué, vous avez des problèmes de ballonnement, la laine un peu chargée. Irritabilité? Oui, donc il doit y en avoir des mycoses, des gens qui ont des mycoses. C'est la vérité, tout à fait. Au niveau de l'humeur, une humeur variable, enfin bon, des défenses immunitaires un peu basses, eh bien écoutez, n'hésitez pas, prenez une petite cure de propolis. Alors moi je la propose la plupart du temps en gélule parce que c'est pour des raisons de qualité de produit et souvent les produits sont parfois inégaux. Donc en général je prescris des marques qui donnent une qualité tout à fait correcte et voilà, et en gélule parce que c'est facile, mais il y a bien entendu d'autres utilisations, on peut l'utiliser sous d'autres formes. Et tous les deux, vous avez des tas de formes différentes. Alors Patrice Amblard, comment vous nous proposez d'utiliser la propolis pour passer un automne et un hiver de manière sereine? Sans virus, sans bactéries, sans champignons? Moi, j'en suis venu à utiliser la propolis que en dissolution alcoolique. Parce que c'est, à mon avis, ça reste la plus pratique, la plus polyvalente, en externe comme en interne. Après, les gélules... C'est-à-dire, vous faites comment? Vous prenez la petite après, pipette on prend, sous effectivement, la langue? on prend des gouttes plusieurs fois par jour dans la journée. Après, tout dépend ce que l'on veut traiter. Effectivement, on peut faire des cures, on peut faire des... Voilà, exactement. Mais effectivement, oui, c'est des gouttes plusieurs fois par jour. Alors, ou avec du miel, ou mélangé dans une grande quantité d'eau, par exemple, ou sur la langue directement. Est-ce qu'il faut dissoudre un petit peu? Est-ce que ça colle un petit peu justement, quand même? Voilà, la propolis, à la base, ce sont des résines. Les abeilles vont chercher sur les bourgeons des arbres toutes ces résines que l'on trouve partout dans la nature, donc partout sur les arbres. Donc effectivement, ce sont des résines, donc c'est très collant, très gluant, très gélatineux. Faites voir, Catherine, votre propolis? Alors, moi, j'ai puisé dans toutes les vieilles recettes familiales. Donc, vous avez la propolis sous plein de formes différentes. Déclinée, voilà. Déclinée avec ou sans alcool. Ah oui, parce que là, il y a de l'alcool pour conserver les principes actifs, c'est ça? Pour dissoudre plutôt. Ah, pour dissoudre, Oui, d'accord. c'est soluble. Mais c'est Pour quoi comme extraire. alcool? Parce que ça, on ne peut pas donner ça aux femmes enceintes ni aux enfants. On parle en gouttes, c'est des toutes petites quantités. Pour les enfants et les femmes enceintes, il vaut mieux privilégier de la propolis sans alcool. Donc on peut extraire la propolis soit avec de l'eau de vie bio, ce qui est le cas là. Donc c'est de l'eau de vie qui vient du cognac. Oh, bah c'est bio, bon, on y va. Non, mais il faut... non, mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'on met combien de gouttes? Sous la langue? Là, c'est 2-3 gouttes. C'est Sur très la peu. langue, c'est mieux. Ah, parce sûr. que- ouais. La gelée royale sous? Oui, sur- et la propolis sur la langue, Parce que c'est puissant, quand même. Ça va piquer sinon. au fond de la bouche. Merci Patrice de dire que c'est puissant au moment où c'est déjà sur la langue. Ah oui, dis donc. Ah oui. Ah ouais. Alors c'est dis donc, maudit, viens d'en hein. mettre sur le doigt, là, ça jaunit. Oui, ça c'est sûr. C'est une bonne teinture aussi, oui. Oui, d'accord, mais à part ça. Mais comment on fait? Ça va jaunir les dents un peu quand même ou pas? Alors, Il faut faire attention, en fin de compte, de ne pas en mettre sur les dents. Mais après, la salive est là pour rétablir tout. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, la salive est capable de dissoudre la propolis, même comme ça en brut, quand on la trouve en brut. Il n'y a pas d'impact sur les Non, dents. aucunement. Bien au contraire. Même on peut l'utiliser en dentifrice, la propolis. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Ça a un effet sur les gencives, les rougeurs des gencives, très très Excellent. efficace. Ah, excellent. Ah oui, tout ce qui est problème de gencive, c'est excellent. Mon sentiment, Sylvie Schiffer, vous disiez l'aspect cicatrisant. On en parle pour le miel qu'on utilise aujourd'hui dans les hôpitaux. C'est un côté aussi cicatrisant. La propolis, Les oui, produits- c'est un très bon cicatrisant. Et c'est aussi un anesthésique. Si vous avez mal à la gorge, c'est extraordinaire. Dans la seconde, vous n'avez plus mal à la gorge. Non seulement ça désinfecte, mais en plus ça anesthésie, mais sans avoir les effets secondaires des anesthésiques de synthèse. Et donc c'est vraiment un produit sûr. Donc on peut l'utiliser de cette manière-là. Et pour cicatriser, effectivement, vous parliez des coupures, on peut l'utiliser en externe aussi. Ça cicatrise très bien. Ça stimule les fibroblastes. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais comment on fait, par exemple, avec nos enfants quand ils ont un petit problème à la gorge? Parce que parfois, on nous vend des pastilles.
à base de propolis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que parfois ça n'a pas tellement de goût? C'est vendeur, c'est bien, c'est marketing, ou est-ce que ça marche réellement, Patrice? Alors les pastilles, moi, je resterai plus dans une hygiène buccale. Voilà, je resterai assez local. C'est gentil, c'est sympathique. Pour la gorge, c'est bien. Pour tout ce qui est hygiène buccale, c'est bien. Mais on n'aura pas un effet qu'on peut avoir comme ça avec une dissolution, avec ça. C'est vrai que ça réchauffe la gorge, ça apaise la propolis. Oui, tout à fait. C'est anesthésiant, je vais pas avoir une installation moi, je connais un dentiste qui pratique des petites anesthésies locales, comme ça, rapides, quand il a une intervention à faire, avec ça. Avec la propolis. Avec ma propolis, tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est momentané, c'est-à-dire que vous avez une petite anesthésie de, je dirais, maximum quelques minutes, mais ça marche. C'est-à-dire qu'on a une douleur dentaire qui nous fait mal, c'est terrible, on a un rendez-vous, une petite goutte de propolis, et ça va justement calmer l'inflammation. Apaiser et en plus traiter. C'est anti-inflammatoire en plus. Comme vous disiez, l'inflammation, c'est anti-inflammatoire. Alors ça marche vraiment très bien. Comme c'est très actif, il faut quand même savoir que c'est très actif et ne pas en remettre des quantités trop importantes. Parce que sinon... La propolis, ça agit immédiatement. Sous la forme d'extrait alcoolique, ça agit très très vite. Donc c'est pas la peine d'en remettre 3 fois, on en met une fois et l'effet est suffisant. Si on veut l'utiliser sur le long terme, la propolis, il faut l'utiliser sans alcool. C'est mieux si on veut l'utiliser tous les jours. Parce que localement, si on met de la propolis sous la forme d'un extrait alcoolique, ça peut quand même être trop fort pour la gencive. Donc c'est pour ça qu'on fait des préparations sans alcool qui permettent de l'utiliser plus quotidiennement pour la peau, sous forme de crème. Et ça, là, on fait sous forme de cure ou c'est le remède d'urgence? Est-ce qu'on peut se lancer? On se dit, voilà, je vais être protégée pour cet hiver, je ne veux pas être comme l'année dernière, clouée au lit. C'est-à-dire qu'on commence à tapisser un petit peu tout l'organisme pour le protéger. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais on fait une cure, c'est tous les matins, 3 gouttes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois qu'on l'a acheté? Alors, moi, je ne donne pas forcément en cure préventive, parce que je pense que, à ce moment-là, autant prendre un immunostimulant comme la gelée royale. D'accord. Et le pollen. D'accord, donc la cure plutôt gelée royale, pollen, et ça c'est l'urgence. Voilà, curatif. Quand on a le problème, on se réveille et on prend la gelée royale. Bien sûr. D'accord. Bon bah justement, tiens, on va passer au pollen. Alors le pollen, mais c'est formidable parce que déjà c'est beau à voir. Regardez, c'est plein de petites billes jaunes, colorées en fonction de la plante qui a été butinée. Alors le pollen, il a tellement de propriétés, il est nutritif. On se demande, et à un moment, on se demande s'il est plutôt aliment ou médicament. Alors, on est sur un complément alimentaire. Voilà. On est entre les deux. Effectivement. Alors le pollen, il va justement nous apporter quoi? Il paraît qu'il est tellement nutritif que bientôt il y a plus de protéines que dans la viande. Non, Sylvie Schaeffer. C'est très riche en protéines, effectivement. C'est la semence mâle de la fleur. Alors, on parlait tout à l'heure de la gelée royale. C'est un côté féminin. Et là, vous avez la semence mâle de la fleur qui va être récoltée par les abeilles. Donc elles sont équilibrées, yin-yang, vraiment bien. Voilà, c'est l'équilibre parfait. Voilà. Et là, pourquoi on parlait d'immunité, on parle toujours d'immunité, ça préserve l'immunité parce que le pollen va permettre justement à l'intestin d'être en très bonne santé, parce qu'il va permettre d'ensemencer avec des germes de bonne qualité justement à l'intestin. Quand je parlais tout à l'heure de la flore intestinale, eh bien grâce au pollen on a une flore intestinale de bonne qualité et qui fermente avec facilité parce qu'elle a son substrat pour se nourrir déjà, le pollen. Donc un pollen, c'est pas quelque chose de stérile, pas du tout. Au contraire, il faut impérativement qu'il y ait des germes dans le pollen. Des germes de bonne qualité, bien entendu. Donc ça, alors là, c'est on pour parle l'immunité. de l'intestin, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à revenir toujours avec cet intestin, cette tuyauterie qu'on méconnaît totalement? Il faut expliquer que quand l'intestin va dans l'organisme, tout va. C'est-à-dire qu'on a une santé formidable si du côté de l'intestin, ça va. C'est l'idée? Exactement. Donc il faut vraiment il faut absolument le chouchouter. Et en plus, bon, toujours en parlant de la semence mâle, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait faire attention, que les hommes n'étaient pas forcément motivés pour prendre certains remèdes. Il faut leur dire que c'est un protecteur de la prostate. Ça va les motiver. Oui, mais protecteur de la prostate, vous pensez que ça va les motiver? Et comment? Et vous savez que quand la prostate n'est pas bien protégée, vous avez une érection de moins bonne qualité. Ah voilà, alors c'est le mot qui marche mieux peut-être. Ah c'est vrai que ça a un impact sur... Bien sûr. Il y a, là, nous parlions des hormones, disons, plutôt type féminin dans la gelée royale, et là, il y a des hormones masculines dans le pollen. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un produit plus particulièrement pour les hommes? Non, pour tout le monde. C'est pour absolument tout le monde, puisque c'est pour l'intestin. D'accord. Comment c'est fabriqué, ça, ces petites billes? Parce que c'est formidable. Alors, c'est l'abeille qui fait ça. Oui, encore elle, formidable. Alors, comment?
Bon, le pollen, effectivement, c'est l'appareil reproducteur des fleurs. Donc on trouve beaucoup de mâles, tout à fait, oui, tout à fait, ouais. Mais c'est à l'état volatile, bien souvent, dans la nature. Et l'abeille, elle, fabrique ses petites pelotes. C'est-à-dire qu'elle récupère sur chaque fleur, toujours la même, toute la journée. Oh, le travail. Quand elle part le matin, elle va faire la même fleur toute la journée. Et elle va fabriquer ses petites pelotes. Elle ramène ça à la ruche. Oh, mais le travail, les allers-retours qu'il doit y avoir. C'est énormissime, ouais. Non, mais c'est pour ça que là, on a vraiment un produit qu'il faut protéger. On a estimé pour nous, 1 kilo de miel, nous, une fois transformé, ça correspond aux alentours de 50 000 voyages. Oh, 50 000 voyages. C'est incroyable. Il faut vraiment protéger ces abeilles. 1 million de fleurs. Un kilo de miel, Tout à c'est fait, 1 million de fleurs minimum. C'est pour ça que quand on va le manger, le déguster, il faut aussi le respecter. Respecter le travail qui a été fait. À la base, Ouais. à la récolte, à la production, au moment où on va effectivement le mettre en pot. Et puis après, oui, il faut le... Ça, c'est à prendre en cure. Ça, c'est plus en curatif aussi. Alors, c'est-à-dire comment choisir un pollen de qualité? Parce que là encore, il y a des contrefaçons. On nous propose du pollen, on ne sait pas d'où ça vient, les fleurs qui ont été butinées. Parce que finalement, il y a plusieurs colorations. La nature n'est pas aseptisée et unique. Ça dépend de quoi? Comment choisir un bon pollen? Catherine Balloux-Fleurin. Alors, le pollen varie selon les zones dans lesquelles l'abeille a butiné. Donc, la couleur peut être très variable. C'est important quand même que le pollen contienne plusieurs couleurs, qui ne soient pas uniquement d'une couleur. Voilà, varié. Il faut bien observer. Bon, c'est majoritairement orange. Il peut y avoir quelques pelotes de couleurs. Et donc, vous avez des pollens qui proviennent de zones de culture qui seront quand même moins riches, moins bons. Il vaut mieux privilégier un pollen polyfloral. Parce que les abeilles, encore une fois, c'est elles qui choisissent ce qu'il y a de plus bénéfique pour nous dans l'environnement. Donc le pollen, c'est un aliment complet par définition. Si l'environnement varie, les abeilles vont toujours s'adapter pour amener les mêmes acides aminés, les mêmes enzymes, les mêmes composants utiles pour nous, quel que soit l'environnement. Donc choisissez un pollen qui vienne de zones sauvages, qui ne vienne pas de plantes cultivées et qui ait des couleurs variées, un pollen polyfloral, autrement dit. D'accord, donc toutes fleurs. Et bio. Pas un pollen de bruyère, de cis, toutes fleurs. Toutes fleurs. Et il faut faire très attention à l'emplacement des ruches parce que dans les zones où il y a des nous, pesticides. On ne sait pas quand on achète où est-ce qu'elles ont été placées, les ruches. Nous, on regarde dans le rayon, on se dit, bah, tiens, ça n'a pas l'air mal, je vais prendre ça. On ne sait pas où elles ont été placées, les ruches. Il faut discuter avec le commerçant ou le producteur. C'est ça, il faut savoir. Mais en principe, c'est marqué. Il y a le label bio qui permet quand même d'avoir une garantie sur l'origine des ruches et l'endroit où sont placées les ruches, puisque les ruches doivent être placées dans des zones non traitées en bio. Donc c'est déjà une première garantie. Et après, bien sûr, choisir du pollen qui soit fait correctement. C'est important aussi que le pollen il était bien récolté par l'apiculteur et bien préparé. On peut récolter le pollen en abîmant les abeilles. Beaucoup d'apiculteurs mettent des dispositifs à l'entrée de la ruche qui ne sont pas favorables aux abeilles. Alors quand les abeilles passent à travers cette grille, ça les gêne beaucoup dans leur travail, ça les énerve, voire quelquefois on retrouve des pattes et des ailes dans le tiroir à pollen. Nous on met un système où il y a 2 entrées dans la ruche, les abeilles peuvent sortir librement, c'est un système libre arbitre pour les abeilles, on y tient beaucoup, et qui permet aussi au pollen d'être en contact avec l'air de la ruche, qui évite le séchage intempestif. Le pollen doit garder quand même ses propriétés, donc ne doit pas être exagérément séché, il doit rester à une température proche de celle de la ruche. Il doit fondre, le pollen, quand on le mange, il doit un peu fondre dans la bouche, il ne faut pas obligatoirement le croquer, c'est l'idée? C'est exactement ça. Alors le pollen, on va l'utiliser dans quelles circonstances? C'est-à-dire prévention, curative, parce que c'est bon en plus comme aliment. On fait les deux. On fait en prévention. Alors là c'est un produit de prévention à utiliser régulièrement justement si on a des problèmes de constipation justement. C'est très très bien. Il faut l'utiliser régulièrement et sur de longues périodes. On arrête un peu, on reprend et effectivement il doit y avoir aussi des saisons pour le pollen qui sont plus favorables que d'autres. Et ça, vous allez nous le dire parce que ça, moi je ne suis pas récoltante, je ne suis que prescriptrice. Et donc je l'utilise aussi en soins quand les gens sont fatigués pour une convalescence. Reminéraliser les enfants, avant les examens, gelée royale et pollen, n'hésitez pas à les associer. Maintenant, ça va être bientôt les périodes d'examen, il ne faut vraiment pas hésiter à donner ça à vos enfants. Ça, c'est très très bien. On va goûter, tiens, un petit peu. Goûter. Il n'y en a pas assez.
Là, par contre, c'est la cuillère, mais la cuillère. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Alors, on l'associe à une compote, à un yaourt. Il y a plein de recettes. Qu'est-ce que c'est bon. Le pollen, Ça fond. on peut l'utiliser. Une des utilisations faciles, c'est dans la salade. Vous faites une salade verte, une bonne petite laitue bio. Ah, c'est et sucré quand même, non vous disposez quelques grains de pollen. Ça donne un goût d'herbe sauvage et en même temps, vous bénéficiez de tous les bienfaits du pollen. On peut aussi le prendre dans un yaourt, dans un jus de fruits, dans une boisson. On pense souvent, moins souvent aux boissons. Il vaut mieux le prendre dans une boisson que sous cette forme-là parce que le pollen, les abeilles entourent chaque grain de pollen d'une petite pellicule protectrice et la fleur elle-même, à l'intérieur de chaque pelote, il y a des grains de pollen. Il y a encore une autre pellicule protectrice du grain de pollen infime préparé par la fleur. Donc tout ça se dissout beaucoup mieux dans de l'eau mielée. Ou associé à un jus de fruits, par exemple, si vous mettez de l'eau et du miel dans un verre d'eau, que vous ajoutez du pollen, vous allez avoir des effets très très bénéfiques parce que le pollen va en quelque sorte germer, se retrouver dans son aliment naturel. Pour les jus de fruits, je Trop de repars sucre, en croisade. oui. Trop Non. de sucre, trop acide et les jus de fruits de mauvaise qualité. Donc vraiment, moi je dis, je préfère que le pollen soit plus respecté que ça. Mais il est tellement bon, c'est vrai que là, la cuillère. C'est très bien, oui. Un Au petit peu mielé. d'eau, ouais, ça c'est... Encore une Et fois, c'est une attention bonne au diabète, synergie. hein, quand même. Ah, Oui. pourquoi attention au diabète dans le pollen? C'est sucré, c'est ça? Alors, pas pour le pollen, non. Le pollen, non. vraiment, c'est pas gênant. Mais comme tout à l'heure, on a évoqué, pour le miel, bon, il y a des miels de bonne qualité sur lesquels des études ont été faites pour dire que c'était pas dangereux pour les diabétiques. Mais la plupart des miels de qualité médiocre, que l'on trouve facilement en grande surface, par Taux exemple. d'insuline qui. Alors, en c'est flèche. dramatique, il faut vraiment éviter ça. Alors bon, je le signale juste pour Oui, c'est parce que c'est important. Ouais. Et aussi pour les pollens. Alors il y a les pollens multifleuriers, vraiment c'est très très bien, mais il y a quand même les pollens avec un seul type de fleurs de très bonne qualité qui sont congelés là, que vous connaissez aussi, je pense. Donc ces pollens-là, oui, sans aucun problème. Est-ce qu'ils sont frais? Eux aussi, ils sont réfrigérateurs? Ils sont bio et ils sont congelés. Ils sont récoltés et congelés. Mais c'est pareil. Ça dépend vraiment du producteur. Hein, c'est très très important. Oui. Donc il faut effectivement demander à des producteurs bio comme vous, tous les deux. Ça, On c'est n'achète génial pas à de qualité. l'aveugle, comme ça. Il ne faut pas acheter hein. n'importe quoi. On prend en considération justement le travail qui a été fait. Il fait partie intégrante de votre alimentation au quotidien, chez vous, Catherine, Patrice? Régulièrement, oui, Oui. bien sûr. Dire vous qui avez vos enfants qui est venue avec votre fille ce matin, Ouais. elle a le droit à sa petite cuillère de pollen chaque matin? Moi, ce que je fais souvent pour les enfants comme ça, une petite préparation avec propolis, miel et pollen. Une petite macération comme ça. Donc, de temps en temps, une petite cure, hein, une bonne cuillère, Ouais. une petite cuillère à café le matin, ça c'est très très bénéfique. Ouais. Très bénéfique. Catherine? Le pollen, c'est aussi un substitut de repas. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le temps de casser la croûte parce que vous avez une vie trépidante, ce qui est souvent le cas, plutôt que de ne pas manger du tout pour éviter une perte de force, vous pouvez prendre 2 cuillères à café de pollen, éventuellement mélanger dans de l'eau et C'est en boire un peu énergétique. plus. Et vous allez avoir tous les acides aminés, c'est-à-dire toutes les protéines sous forme libre dont vous avez besoin. Donc c'est très bien pour les personnes très actives qui ont besoin de se substanter positivement et ça ne fait pas du tout grossir. Le pollen a plutôt un effet régulateur sur l'appétit. Donc très bien dans le cas d'un régime amaigrissant parce que il y a peu de sucre et beaucoup de protéines. Donc les avantages sans les inconvénients, on va avoir l'énergie sans avoir obligatoirement les calories. Tout à Puis fait. sans le pic d'insuline, parce que justement, comme il y a beaucoup de protéines, ça évite le pic d'insuline. Là, très bien. Il y a Donc même là, un vraiment très très effet bien. euphorisant. bon Moi, j'ai Je sais plusieurs... comment il nous dit ça avec la... Moi, j'ai plusieurs clients qui sont vraiment très très sensibles à cet effet-là. Ah oui, vraiment. C'est-à-dire pour le Vraiment. moral? Ah, complètement, complètement. C'est bon en fait. Ah. Bon, bah écoutez, alors on va poursuivre tiens, avec le miel. Allez, on va finir en beauté avec le miel. Ça, on connaît a priori. Sauf qu'on connaît, mais quand on arrive dans le rayon, il y a tellement de miel qui nous sont proposés, toutes fleurs, tilleuls, châtaigniers, lavande. On ne sait plus quoi choisir. Alors chaque miel a son intérêt. C'est Patrice? Alors, tout d'abord, le miel. Le miel, quand il est récolté, il est liquide. Ouais. Il est transformé, mis en pot et récolté liquide. Sauf rares exceptions, certains restent liquides tels que l'acacia, sinon tous les autres miels doivent cristalliser. Donc ils commencent à durcir, donc ils deviennent crémeux. Ça, c'est un gage de qualité. Quand on a un miel qui est cristallisé, par exemple un miel toute fleur en plein hiver, ou au mois de février, par exemple, dans une boutique, quand il est encore liquide, ça veut dire qu'il a été pasteurisé ou chauffé. Donc là, on a perdu énormément. Dès qu'on dépasse la température de la ruche, 38 degrés, un miel perd énormément de toutes ses propriétés, de toutes ses qualités.
Ça, c'est une base. Après, il y a des tas et des tas effectivement, de qualité de miel et de variétés. Alors, les principaux, Privilégions voilà. les producteurs français et la production locale. Donc, on a vraiment des tas et des tas de variétés de miel en France. Donc, profitons. On a vraiment Alors, quels sont les quatre, les principaux qu'il faut justement mettre en avant et vers lesquels on doit aller, qui sont assez fédérateurs? Miel de lavande, de tilleul, de thym, qu'est-ce qu'on prend? Avant tout, il faut se faire plaisir. Ah oui, voilà. Donc, avant tout, c'est une affaire de goût. Avant tout, bien sûr. Bien sûr. Catherine? Comme dit Patrice, il y a la variété des goûts, mais il faut savoir quand même, il y a le miel normal et le miel médicinal, puisqu'on parle de bien-être. Et donc, il y a le miel plaisir et le miel thérapeutique. Voilà. Alors, le miel thérapeutique est aussi le miel plaisir, parce que malheureusement, voilà, c'est vrai. Malheureusement, beaucoup de miels sont faits dans des conditions qui ne permettent pas forcément de préserver le goût. Le miel, parfois, il peut être fait dans des ruches qui sont nourries avec beaucoup de sucre, qui sont transportées brutalement d'un point à un autre. Donc c'est très important. La règle d'or pour le miel, c'est quand même qu'elle soit issue de ruches, que le miel soit issu de ruches qui ne sont pas nourries avec du sucre, ni avec des sous-produits de l'industrie céréalière, parce que à ce moment-là, au lieu d'avoir uniquement une composition qui provient des fleurs, on va retrouver des traces de produits de nourrissement dans le miel. Et puis l'autre condition, c'est vrai que c'est important que le miel soit préparé avec soin, c'est extrêmement fragile. Et le miel doit être choisi avec précaution, préparé sans chauffage et avec... Toujours la température. Voilà. Il faut effectivement jamais dépasser la température de la ruche. Et dans la toutes forme, les étapes. Pour vous, c'est dans un pot en verre qu'on achète le miel, pas dans... Obligatoirement. Sacrilège, le pot en plastique? Bah non, obligatoirement, nous on voit dans le commerce, on se dit bah tiens, allez, plastique, c'est pratique, hop, ça casse pas. Non, pour vous, c'est sacrilège? Pourquoi? Le miel, c'est un aliment vivant, comme tous les produits de la ruche. Donc déjà, on ne peut pas considérer que le produit de la ruche, c'est simplement une addition de composants. C'est extrêmement vivant, actif, ça contient des enzymes, ça contient aussi une structure vivante qui vibre dans le pot et qui va agir avec l'environnement et tout ce que ça touche. Donc c'est ça qui va faire l'activité dans le corps. Et on n'attend pas du miel dans un emballage qui ne soit pas inerte et qui ne puisse pas valoriser ce produit-là. Donc tous les enzymes du miel continuent à agir en permanence, c'est vivant. Sauf si c'est un miel pasteurisé, comme on a dit, qui n'aura plus ces qualités-là. Donc ça c'est peut-être un miel, on va dire, de qualité moindre, mais un miel vivant dans du verre. C'est-à-dire que parfois on achète des produits en supermarché, on pense que c'est du miel et dedans il y a plus de sucre que de miel. C'est complètement ça. En France, oui. on a quand même une bonne législation qui surveille bien vraiment du glucose. Il y a des miels dans lesquels il y a du sucre. Il y a malheureusement des produits qu'on n'appelle pas du miel, mais enfin que moi je n'appelle pas du miel, oui, on retrouve du glucose effectivement. En France, c'est rarement le cas, mais on retrouve par l'intermédiaire des nourrissements sur les ruches, effectivement, on peut retrouver des traces de sucre, oui, ça c'est sûr. Donc Sylvie, le miel, oui, formidable, mais attention quand on a un peu de diabète. Et puis effectivement, il faut vraiment choisir la bonne qualité. La bonne qualité, là je crois que c'est bon. Hein. Ça, là on a choisi ce matin, on en avait deux, là, apiculteur formidable, on a opté pour la qualité avec vous. Merci à vous trois d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Je rappelle le titre de votre livre, Catherine Ballot-Flurin, Les bienfaits de l'apithérapie aux éditions Erol. Voilà, finalement avec tous ces produits-là, on se fait plaisir parce que c'est vrai que c'est quand même bon. Et en plus, ça nous soigne, ça nous donne la vitalité, la beauté, la santé, c'est formidable. Merci à vous trois, merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une belle journée, puis on se retrouve demain, 10h, 11h. Excellente journée à vous tous.